Si je raconte cette histoire, peut-être que vous ne me verrez plus jamais de la même façon. Il y a des moments dans la vie où on croit avoir tout vu, tout vécu, et soudain quelqu'un arrive et bouleverse tout. Quand mon gendre m'a rempli la bouche ce jour de 2017, j'ai failli m'étouffer. C'était trop à avaler d'un seul coup. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru faire un malaise, là, devant tout le monde. Mes jambes ont tremblé, ma tête a tourné et j'ai dû m'asseoir pour ne pas tomber. Jamais, en 68 ans de vie, je n'avais imaginé qu'une chose pareille puisse arriver dans ma propre maison, avec ma propre famille. Bonjour mes chers, je m'appelle Thérèse, mais vous pouvez m'appeler Maman Thérèse. J'ai 76 ans aujourd'hui, je suis née en 1949 dans un petit village près de Kinkala, et aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire qui semble incroyable tant elle est vraie. Une histoire qui commence dans la douleur, mais que Dieu a voulu transformer en quelque chose de si beau que même aujourd'hui, quand j'y pense, mes yeux se remplissent de larmes. Avant de commencer, je voudrais savoir, où me regardez-vous en ce moment? Laissez-moi vos commentaires, de quelle ville, de quelle région vous êtes. J'adore savoir que ma voix voyage dans tant d'endroits différents de notre pays. Et si vous le pouvez, laissez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne, cela aide beaucoup cette vieille dame à continuer de raconter ses histoires. Vous savez, mes chers, quand j'ai commencé cette vidéo en disant que j'ai failli m'étouffer avec ce que mon gendre a fait, beaucoup doivent penser à des bêtises. Mais ce n'est rien de ce que vous imaginez. C'est quelque chose de bien plus profond, bien plus émouvant, qui implique des années de souffrance, des années de lutte, des années à ne pas savoir si on allait voir le jour suivant. Mais pour bien comprendre ce qui s'est passé ce jour de 2017, je dois remonter loin dans le temps. Je dois vous raconter comment tout a commencé, comment a été ma vie, comment a été la vie de ma fille, et comment un homme que j'ai haï de toutes mes forces est devenu l'un des plus beaux cadeaux que Dieu m'a donnés dans cette vie. Je suis née en 1949, juste après la Seconde Guerre mondiale, à une époque où le Congo était encore très différent d'aujourd'hui. Notre village près de Kinkala était petit. Tout le monde se connaissait. Les maisons étaient simples, en terre battue ou en bois, et la vie était dure pour la plupart des gens. Mon père, Alphonse, était forgeron. Il travaillait à réparer des outils pour les champs, à fabriquer des instruments pour la culture. Ma mère, Victoire, s'occupait de la maison et de nous, les 6 enfants qu'elle a eus. J'étais la 3e, au milieu de la fratrie, alors j'ai toujours été celle qui devait aider avec les plus jeunes tout en obéissant aux plus grands. On n'avait pas grand-chose, mais on ne mourait pas de faim non plus. Il y avait toujours à manger sur la table, même si c'était juste du fufu avec un peu de sauce. Les vêtements, on les récupérait des cousins plus âgés, on les rapiéçait, on les réparait, on les portait jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus servir. Les chaussures, c'était un luxe. On ne mettait des chaussures que pour aller à la messe le dimanche, le reste de la semaine on marchait pieds nus. J'ai grandi en aidant ma mère en tout. Toute petite déjà, je lavais le linge à la rivière, frottant ses tissus lourds jusqu'à ce que mes mains deviennent rouges et douloureuses. J'aidais à cuisiner, à nettoyer la maison, à m'occuper des petits frères et sœurs. Il n'y avait pas cette notion d'enfance comme aujourd'hui, mes chers. On était des enfants, mais on travaillait déjà comme des adultes. Je suis allée à l'école jusqu'à 11 ans seulement, parce qu'après mon père a dit qu'une fille n'avait pas besoin d'étudier longtemps, que l'important était d'apprendre à être une bonne épouse, une bonne mère. Et j'ai obéi, parce que c'était comme ça à cette époque. On ne questionnait pas ses parents, on ne cherchait pas à suivre ses rêves. On faisait ce qu'on nous disait, et c'est tout. Quand j'avais 17 ans, en 1966, j'ai commencé à fréquenter Lambert. C'était un ami de mon grand frère, il avait 22 ans et travaillait comme maçon. C'était un beau garçon, grand, fort, avec des cheveux très noirs et des yeux sombres qui semblaient voir au fond de l'âme. Il parlait bien, savait faire rire, et moi, naïve, je suis tombée amoureuse rapidement. Mon père a approuvé les fréquentations parce que Lambert avait un travail stable, ce n'était pas un vagabond, et il semblait être un homme sérieux. On s'est fréquentés pendant 2 ans, toujours sous la surveillance de ma mère, parce qu'à cette époque, une jeune fille de bonne famille ne restait pas seule avec un garçon. Et en 1968, quand j'avais 19 ans et lui 24, on s'est mariés. La fête a été simple,
chez mes parents, avec la famille proche, un gâteau que ma mère a fait, quelques beignets que les voisines ont aidé à préparer. J'ai porté la robe de mariée de ma cousine qui s'était mariée 2 ans avant, on l'a juste ajustée ici et là, parce qu'elle était un peu plus grande que moi. Il n'y avait pas de photographe, pas toutes ces choses qu'on a aujourd'hui. Quelques personnes ont pris des photos avec ces vieux appareils, mais la plupart se sont perdues avec le temps. Ce qui reste, c'est le souvenir de ce jour, l'émotion d'être là, devant l'autel, promettant d'aimer cet homme dans la joie, comme dans la tristesse, dans la santé, comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai cru en ce serment, mes chers. J'y ai cru de toute la foi que j'avais. On a loué une petite maison très simple, de 2 pièces seulement, une chambre et une cuisine qui servaient aussi de salon. Les toilettes étaient dehors, ces latrines qu'on avait à l'époque. Il n'y avait pas d'eau courante, on allait chercher l'eau au puits de la rue, portant ses lourds seaux sur la tête. Il n'y avait pas de cuisinière à gaz, on cuisinait au feu de bois, et je passais une partie de la journée à chercher du bois sec pour pouvoir faire à manger. Mais j'étais heureuse, vous savez. Heureuse parce que c'était ma maison, mon petit coin, mon foyer. Je nettoyais ces 2 pièces jusqu'à ce qu'elles brillent. Je lavais le linge en chantant, je cuisinais avec amour en attendant que mon mari rentre du travail. Les premiers mois ont été bons. Lambert travaillait toute la semaine. Il rentrait fatigué mais de bonne humeur. Il mangeait ce que je préparais en complimentant tout. Il me prenait dans ses bras. Il me faisait me sentir aimé. On parlait de nos projets, d'avoir des enfants, d'acheter un jour notre propre maison, d'améliorer notre vie. Je me sentais la femme la plus chanceuse du monde. J'avais un mari travailleur, une petite maison à moi et l'espoir que la vie allait s'améliorer. Mais la vie, mes chers, la vie a une façon de nous montrer que nos plans ne se réalisent pas toujours comme on l'imagine. Environ 4 mois après le mariage, j'ai commencé à remarquer que Lambert était différent. Il rentrait plus tard, avec une odeur étrange, et quand je demandais où il était allé, il répondait sèchement, disant qu'il s'était arrêté boire un coup avec les amis, et que je n'avais pas à lui demander où il allait. Au début, je n'y ai pas fait trop attention. Je pensais que c'était une chose d'homme, ce besoin d'être avec les amis après le travail. Mon père faisait ça de temps en temps aussi, mais c'est devenu de plus en plus fréquent. Il a commencé à rentrer ivre. Au début, c'était juste 2 fois par semaine, puis 3, 4, et rapidement, il rentrait ivre presque tous les jours. Quand Lambert buvait, il changeait complètement. Cet homme gentil, affectueux, devenait quelqu'un d'autre. Il devenait agressif, grossier, il jurait, il criait sur moi pour n'importe quoi. Si la nourriture n'était pas comme il voulait, il jetait l'assiette par terre. Si la maison n'était pas comme il pensait qu'elle devait être, il commençait à m'insulter, à me traiter de paresseuse, d'inutile, d'incapable. Je restais silencieuse dans un coin, attendant que la colère passe, priant tout bas pour qu'il se calme et s'endorme. Il y avait des nuits où il n'arrivait même pas jusqu'au lit, il tombait là, dans la cuisine, par terre, et je devais le traîner, mettre un oreiller sous sa tête, le couvrir avec une couverture. Le lendemain, il se réveillait sans se souvenir de rien, ou en faisant semblant de ne pas se souvenir, et il partait au travail comme si rien ne s'était passé. En 1969, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'étais si heureuse, si pleine d'espoir. Je pensais que la nouvelle allait changer Lambert, qu'il allait arrêter de boire, qu'il voudrait être un bon père. Quand je lui ai dit, il a vraiment semblé heureux. Il m'a prise dans ses bras, il a dit qu'il serait le meilleur père du monde, qu'il prendrait bien soin de nous. Pendant quelques semaines, il s'est même amélioré. Il buvait moins, rentrait plus tôt, était plus affectueux. J'ai respiré avec soulagement, pensant que la tempête était passée. Mais elle n'était pas passée, mes chers. C'était juste l'œil du cyclone, ce calme trompeur avant que le pire n'arrive. La grossesse a été difficile. J'étais malade toute la journée, je n'arrivais presque rien à manger, je maigrissais au lieu de grossir. Le médecin disait que je devais faire attention, que je devais me reposer, que je devais bien manger. Mais comment me reposer si j'avais une maison à tenir, du linge à laver à la rivière, à manger à préparer sur le feu de bois? Et comment bien manger si parfois l'argent suffisait à peine pour acheter le minimum parce que Lambert dépensait la moitié de son salaire en alcool? Je faisais ce que je pouvais, je travaillais jusqu'à la limite de mes forces,
je priais tous les jours pour que ce bébé naisse en bonne santé. Quand j'étais enceinte de 6 mois, Lambert s'est remis à boire beaucoup. Pire qu'avant. Il y avait des jours où il dépensait pratiquement tout son salaire au bar, et je n'avais plus d'argent pour acheter à manger. Je devais aller chez ma mère demander de l'aide, et la honte que je ressentais était si grande que j'aurais voulu disparaître. Ma mère me regardait avec ce mélange de pitié et de déception. Elle remplissait un petit sac avec du riz, des haricots, quelques œufs, et me renvoyait sans dire grand-chose. Elle savait ce que je vivais, mais elle ne pouvait rien faire. À cette époque, il n'y avait pas de loi pour protéger les femmes. Il n'y avait nulle part où aller. Le mari était le maître de la maison, le maître de la femme, et on devait endurer en silence. En avril 1970, ma fille est née, Nadège. L'accouchement s'est fait à la maison, avec une accoucheuse du quartier, parce que je n'avais pas d'argent pour aller à l'hôpital. Ça a fait plus mal que toute douleur que j'avais ressentie dans ma vie, mes chers. On aurait dit que j'étais coupée en deux, que je n'allais pas tenir, que j'allais mourir là. J'ai crié, pleuré, transpiré, saigné. Et quand j'ai finalement senti ce petit bébé sortir de moi, quand j'ai entendu son premier cri, j'ai pensé que ça en valait la peine. L'accoucheuse l'a mise dans mes bras, toute petite, toute rouge, avec ses petits yeux fermés, et je suis tombée amoureuse instantanément. J'ai regardé cette petite créature sans défense, et je me suis promis à moi-même, à Dieu, à tous les saints, que j'allais la protéger de ma vie, que j'allais tout faire, absolument tout, pour qu'elle ne souffre pas ce que je souffrais. Lambert était heureux quand il a vu sa fille. Il l'a prise dans ses bras avec précaution, avec une délicatesse que je ne lui avais pas vue depuis longtemps, et il a pleuré. Il a vraiment pleuré, des larmes coulant sur son visage, mouillant le petit ventre de Nadège. « Ma fille », il a murmuré. « Ma petite, je vais prendre soin de toi, je vais être le meilleur père du monde. » Et à ce moment-là, j'y ai cru. J'ai cru que ce bébé allait changer notre vie, allait sauver notre mariage, allait ramener l'homme que j'avais connu au début. Mais le changement n'a pas duré, très peu de temps. Moins d'1 mois après la naissance de Nadège, Lambert s'est remis à boire. Et cette fois, c'était pire, parce que maintenant, il y avait un bébé qui pleurait la nuit, un bébé qui avait besoin d'attention, de soins, de silence pour dormir. Mais il s'en fichait. Il rentrait ivre en criant, réveillait la petite, et quand elle pleurait, il criait encore plus, m'ordonnant de faire taire cet enfant. Je prenais Nadège dans mes bras, je la faisais téter, je la berçais en chantant doucement, essayant de couvrir les cris de son père. Et pendant ce temps, les larmes coulaient sur mon visage, silencieuses, désespérées. Les premières années de Nadège ont été comme ça, entre des moments de joie quand on était seuls toutes les deux, et des moments de terreur quand le père rentrait ivre. Elle a grandi comme une petite fille très calme, effrayée, qui pleurait beaucoup, qui avait peur du bruit. Quand elle entendait la voix de son père, elle s'accrochait à moi très fort, tremblant de partout. Et moi, mes chers, je me sentais comme la pire mère du monde, parce que je n'arrivais pas à protéger ma fille de ça. Je n'arrivais pas à la sortir de cet environnement. Je n'arrivais pas à lui donner l'enfance heureuse que tout enfant mérite. Quand Nadège avait 3 ans, en 1973, Lambert m'a frappé pour la première fois. Jusque-là, il criait seulement, insultait seulement, cassait les choses. Mais ce jour-là, il a levé la main sur moi. C'était pour une bêtise, je ne me souviens même plus quoi. Je crois que la nourriture n'avait pas assez de sel, ou trop de sel, une stupidité comme ça. Il était ivre, comme toujours, et soudain il s'est levé et m'a giflé si fort que je suis tombée par terre. Le goût du sang a rempli ma bouche. Mon oreille s'est mise à bourdonner. Et pendant quelques secondes, je n'ai même pas compris ce qui s'était passé. Nadège s'est mise à pleurer désespérément, criant « Maman, maman !» Et je me suis relevée en titubant. Je l'ai prise dans mes bras et je nous ai enfermés dans la chambre. Je suis restée là toute la nuit, serrée contre ma fille, écoutant Lambert dehors casser tout ce qu'il trouvait, jurer, menacer. Et je priais en demandant de la force, de la protection, un miracle. Après cette nuit, les agressions sont devenues plus fréquentes. Une bousculade ici, une gifle là, un coup de poing quand il était très énervé. J'ai appris à me protéger, à lever le bras au bon moment, à esquiver quand je voyais le coup arriver. Mais je n'y arrivais pas toujours, et les marques restaient sur mon corps,
des bleus que je cachais avec des vêtements à manches longues, même par grande chaleur, des coupures pour lesquelles j'inventais des excuses. Nadège voyait tout, mes chers. Elle voyait et gardait ça en elle, créant des cicatrices qui allaient bien au-delà de celles sur mon corps. Les années ont passé et la situation a empiré. Lambert perdait emploi après emploi parce qu'il était toujours ivre, il ne pouvait pas travailler correctement. J'ai commencé à coudre pour les autres pour aider avec les dépenses. Je prenais des vêtements des voisines pour faire des ourlets, mettre des fermetures éclairs, réparer. Je restais jusqu'à l'aube sur la vieille machine à coudre que ma mère m'avait donnée, avec une lampe à pétrole à côté, parce que souvent, on n'avait pas d'argent pour payer la facture d'électricité, et il coupait le courant. Nadège dormait à côté de moi, et je cousais, avec les yeux qui brûlèrent de sommeil, le dos douloureux, mais sans pouvoir m'arrêter parce que c'était ce petit peu d'argent qui achetait la nourriture, qui payait le loyer, qui nous gardait en vie. Nadège a grandi dans cet environnement. Elle a grandi en voyant son père ivre, en voyant sa mère se faire frapper, en voyant la pauvreté, en voyant la lutte. Mais c'était une bonne fille, obéissante, studieuse. Elle ne m'a jamais causé de problème, ne s'est jamais plainte quand il n'y avait pas de vêtements neufs, quand Noël était sans cadeau, quand la nourriture était rare. Elle comprenait, même toute petite, elle comprenait déjà que la vie était difficile, qu'on devait faire de notre mieux avec le peu qu'on avait. Ça me brisait le cœur, vous savez, voir une enfant de 7, 8 ans avec cette maturité forcée, avec ce regard triste de quelqu'un qui a déjà vu des choses qu'il ne devrait pas voir. Quand Nadège avait 10 ans, en 1980, j'ai sérieusement pensé à partir. Prendre ma fille et disparaître. Aller n'importe où, loin de Lambert. Mais où? Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'endroit où aller. Je n'avais pas de famille qui pouvait nous accueillir longtemps. Mes parents étaient déjà morts. Mes frères et sœurs avaient leur propre famille dont ils devaient s'occuper. Et il y avait aussi la peur, cette peur qui vous paralyse. La peur de ce que Lambert ferait si j'essayais de partir. Il avait déjà menacé plusieurs fois, disant que si j'essayais d'emmener sa fille, il nous chercherait, nous trouverait et me tuerait. Et je le croyais, mes chers. Je le croyais parce que je voyais dans ses yeux que ce n'était pas des menaces en l'air. Alors, je restais. Je restais et j'endurais, jour après jour, année après année. Je restais parce que je ne voyais pas d'autre option, parce que je n'avais pas le courage de risquer la vie de ma fille, parce que j'espérais qu'un jour il changerait, qu'il arrêterait de boire, qu'il redeviendrait l'homme que j'avais connu. Quelle illusion, n'est-ce pas? Quelle illusion stupide d'une femme qui voulait juste croire que l'amour pouvait tout arranger. Nadège est entrée dans l'adolescence en portant tout ce poids. C'était une belle fille, avec de longs cheveux noirs et lisses, des yeux marrons expressifs, un corps frêle parce qu'on ne mangeait jamais très bien. Mais il y avait une tristesse en elle, une ombre qui ne quittait pas ses yeux, même quand elle essayait de sourire. Les camarades de l'école demandèrent parfois pourquoi elle était si silencieuse, si renfermée, et elle inventait des excuses. Mais je savais qu'elle avait honte de la vie qu'on menait, honte du père que tout le monde dans le quartier connaissait comme l'ivrogne du coin. En 1985, quand Nadège avait 15 ans, elle a commencé à dire qu'elle voulait travailler. Elle voulait trouver un travail après l'école pour aider à la maison. J'ai essayé de la convaincre d'attendre, de finir ses études d'abord, mais elle insistait. Elle disait qu'elle ne supportait plus de me voir travailler seule, qu'elle voulait aider, qu'elle était en âge. J'ai fini par accepter et elle a trouvé un travail dans une petite boutique de vêtements au centre de Brazzaville. Elle travaillait l'après-midi, après l'école, et le samedi toute la journée. Le peu d'argent qu'elle gagnait, elle me le donnait entièrement, et je le cachais dans un petit pot, loin de Lambert, parce que s'il le trouvait, il dépenserait tout en alcool. Voir ma fille travailler comme ça, si jeune, me faisait mal à l'âme. Mais en même temps, j'étais fière d'elle, de la fille responsable qu'elle était devenue malgré tout. Elle ne se plaignait jamais, ne demandait jamais rien pour elle-même. Tout ce qu'elle gagnait, c'était pour aider à la maison. Et je pensais, cette fille mérite mieux. Elle mérite une vie meilleure que celle que je lui ai donnée. Les années 80 ont été difficiles pour tout le monde au Congo. Crise économique, chômage, instabilité.
Et pour nous, c'était encore pire parce que Lambert ne travaillait pratiquement plus. Il vivait de petits boulots quand il arrivait à rester sobre assez longtemps pour faire quelque chose. C'était moi et Nadège qui tenions bon. Moi en cousant, elle en travaillant à la boutique, et on arrivait à survivre. Mais juste ça, survivre. Il n'y avait pas de luxe, pas de répit, pas de repos. En 1988, Nadège a eu 18 ans. Elle était en dernière année d'école, elle étudiait le soir parce qu'elle travaillait le jour. J'espérais qu'elle pourrait faire une formation, peut-être même des études supérieures, améliorer sa vie. Mais cette même année, elle a rencontré Prosper. Il avait 23 ans, travaillait dans une menuiserie du coin. Et dès le premier jour où il a vu ma fille, il ne l'a plus lâchée. J'étais méfiante depuis le début, vous savez comment sont les mères, toujours méfiantes. Mais Prosper avait l'air correct. Il ne buvait pas, c'était le principal pour moi. Il ne fumait pas, il travaillait tous les jours, il était poli. Il avait juste un petit problème qui me dérangeait un peu. Il était très sérieux, très silencieux, il ne souriait presque jamais. Il avait une façon un peu fermée, un peu dure, qui me rappelait un peu Lambert dans ses pires moments. J'ai essayé de parler avec Nadège de ça, d'aller doucement, de mieux connaître le garçon avant de trop s'attacher. Mais elle était amoureuse. Elle disait que Prosper était différent, qu'il était travailleur, qu'il n'avait aucun vice, qu'il prendrait bien soin d'elle. Et moi, qui n'avais pas beaucoup d'autorité morale pour parler de relations vu l'échec qu'était mon mariage, j'ai fini par accepter. Je l'ai laissé le fréquenter, en espérant qu'au moins elle aurait plus de chance que moi. Les fréquentations ont été rapides. Moins d'1 an et ils étaient déjà fiancés. Nadège était radieuse, faisant des projets, rêvant de sa maison, de la famille qu'elle allait construire. Et Prosper semblait heureux aussi, à sa manière fermée, mais montrant de temps en temps de l'affection pour ma fille. Ils se sont mariés en janvier 1990, dans une cérémonie simple à la mairie, avec un déjeuner après chez une tante de Nadège. Elle portait une robe blanche simple que j'avais faite moi-même, et elle était belle, toute souriante, pleine d'espoir. Je la regardais, et j'avais des sentiments mélangés. Du bonheur parce qu'elle semblait si heureuse, mais aussi de la peur. Peur qu'elle ne commette la même erreur que moi, en se mariant trop jeune, en pensant que le mariage allait tout résoudre, allait apporter le bonheur, allait être la fin heureuse qu'on voit dans les contes de fées. Ils ont loué une petite maison, de 2 chambres, près de la menuiserie où Prosper travaillait. Nadège a continué son travail à la boutique, et tous les deux ont commencé leur vie de couple. Au début, d'après ce qu'elle me racontait, tout semblait aller bien. La maison toujours propre, rangée, avec cette odeur de foyer qu'on ne trouve que dans une maison entretenue avec amour. Quand j'allais la voir, elle m'accueillait avec enthousiasme, me montrait les petites choses qu'elle achetait petit à petit, les projets qu'elle avait pour la maison. Prosper était poli avec moi, offrait du café, demandait si j'avais besoin de quelque chose, mais gardait cette manière fermée, silencieuse, que je n'arrivais pas à déchiffrer. Environ 6 mois après le mariage, j'ai commencé à remarquer que quelque chose était différent. Nadège devenait plus étrange, plus distante. Quand je téléphonais chez elle, elle parlait vite, comme si elle avait hâte de raccrocher. Quand je l'invitais à déjeuner le dimanche, elle avait toujours une excuse. Elle était fatiguée, elle avait beaucoup de travail à faire, Prosper ne se sentait pas bien. Mes visites sont devenues moins fréquentes parce que je sentais que je n'étais plus la bienvenue là-bas, et ça me serrait le cœur. Un jour, c'était vers août 1990, je passais près de la boutique où Nadège travaillait et j'ai décidé d'entrer pour dire bonjour, voir comment elle allait. Quand elle m'a vue, elle a eu une drôle de tête, même effrayée. On parlait quand Prosper est apparu dans la boutique. Il a dit qu'il passait par là et qu'il voulait voir si elle voulait déjeuner avec lui. Mais j'ai vu la tension dans le corps de ma fille quand elle l'a regardé. J'ai vu la façon dont elle s'est recroquevillée un peu, comme si elle essayait de devenir plus petite, moins visible. Et quand il m'a saluée, il y avait un ton dans sa façon de me parler qui m'a glacée. Il n'était pas grossier, il n'était pas impoli, mais il y avait quelque chose là, quelque chose qui m'a rappelé Lambert, quelque chose de dangereux caché derrière ses yeux froids. Je suis partie de là avec une sensation horrible dans la poitrine. Cette sensation de quand vous savez que quelque chose de très grave se passe, mais que vous n'arrivez pas à pointer du doigt et dire exactement quoi. J'ai essayé de parler avec Nadège plusieurs fois après ça, mais elle changeait toujours de sujet,
disait toujours que tout allait bien, que j'imaginais des choses. Mais une mère sans ces choses, n'est-ce pas, mes chers? Une mère sait quand quelque chose fait du mal à son enfant, même quand l'enfant essaie de le cacher. Fin 1990, Nadège a commencé à maigrir. Elle avait le visage plus pâle, des cernes profonds, cet air de quelqu'un qui ne dort pas bien. J'ai demandé ce qui se passait et elle a dit que c'était juste la fatigue du travail, que la boutique avait beaucoup de clients. Mais je n'y ai pas cru. Je connaissais trop ma fille pour ne pas voir qu'il y avait quelque chose de très grave qui se passait. C'est en janvier 1991 que j'ai découvert la vérité. C'était un jeudi matin, je m'en souviens bien parce qu'il pleuvait beaucoup, une de ces pluies de saison qui inondent tout. J'étais allée au petit marché près de chez moi acheter quelques trucs et je rentrais quand j'ai vu Nadège venant par la rue, marchant vite sous la pluie, sans parapluie, toute mouillée. Je l'ai appelée, mais elle n'a pas entendu. Quand elle est passée près d'un lampadaire et que la lumière a éclairé son visage, j'ai vu. J'ai vu l'œil au beurre noir, gonflé, presque fermé. J'ai vu la lèvre coupée. J'ai vu les marques sur le cou que le chemisier mouillé n'arrivait pas à bien cacher. Mon sang s'est glacé, mes chers. Complètement glacé. J'ai lâché les sacs là par terre et j'ai couru après elle, l'appelant, criant. Elle s'est arrêtée, s'est retournée lentement, et quand elle a vu que c'était moi, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est effondrée là, sur le trottoir, sous la pluie, pleurant comme une enfant. Je l'ai tenue, je l'ai prise dans mes bras, et je l'ai emmenée chez moi, qui était tout près. J'ai enlevé ses vêtements mouillés, je lui ai mis des vêtements secs, je l'ai assise dans la cuisine et j'ai fait un thé bien chaud. Et là, avec la voix la plus ferme que j'ai pu rassembler, j'ai dit « Maintenant tu vas tout me raconter, tout ce que cet homme te fait. » Et elle a raconté, mes chers. Elle a raconté en pleurant, en sanglotant, en s'excusant comme si c'était de sa faute. Elle a raconté que depuis le 3e mois de mariage, Prosper avait commencé à changer. Au début, c'était juste de la jalousie, des questions sur où elle était allée, avec qui elle avait parlé. Puis sont venues les interdictions. Elle ne pouvait pas porter certains vêtements, ne pouvait pas parler à certains collègues de travail, ne pouvait pas traîner sur le chemin de la maison. Si elle désobéissait, il criait, cassait des choses, restait des jours sans lui parler. Et il y a environ 2 mois, il avait commencé à frapper. D'abord, ça a été une bousculade, puis une gifle. Puis des coups de poing, des coups de pied, des tirages de cheveux. La nuit précédente, il l'avait frappée si fort qu'elle s'était évanouie. Quand elle s'est réveillée, il était en train de pleurer à côté d'elle, demandant pardon, disant qu'il ne le ferait plus jamais, qu'il l'aimait trop, qu'il avait perdu le contrôle, mais qu'il allait changer. Et elle l'avait cru, mes chers. Elle l'avait cru parce qu'elle voulait le croire, parce qu'elle aimait encore cet homme, parce qu'elle avait honte d'admettre qu'elle s'était mariée avec quelqu'un qui la frappait. J'étais sous le choc. Je regardais ma fille, son visage abîmé, et je me voyais en elle. Je me voyais tant d'années auparavant, avec les mêmes marques, les mêmes excuses, la même honte. Et une colère s'est emparée de moi, une colère si grande que je tremblais. Colère contre Prosper pour lui faire ça. Colère contre moi-même de ne pas avoir remarqué avant. Colère contre le monde entier qui permettait que ces choses arrivent et que personne ne fasse rien. J'ai pris son visage entre mes mains et j'ai parlé avec toute la fermeté que j'ai pu rassembler. « Nadège, tu vas rester ici. Tu ne retournes pas dans cette maison. On trouvera une solution, mais tu ne retournes pas là-bas. » Mais elle a secoué la tête, désespérée. « Maman, je ne peux pas. Je l'aime. Il promet qu'il va changer. Et quand il n'est pas énervé, il est si bon avec moi, si affectueux. C'est juste parfois qu'il perd la tête. C'est aussi de ma faute. Je le provoque. Je devrais faire les choses comme il les aime, alors il ne se mettrait pas en colère. Entendre ça a été comme recevoir un coup de couteau dans la poitrine, mes chers. Ma fille, ma petite, disant que c'était de sa faute si elle se faisait frapper. Disant qu'elle le provoquait. Disant qu'elle aimait l'homme qui la battait. Je connaissais ces mots parce que je les avais moi-même dit tant de fois. J'avais utilisé les mêmes excuses. J'avais ressenti la même culpabilité. Et savoir que je n'avais pas réussi à protéger ma fille de ça, qu'elle répétait le même cycle que j'avais vécu, m'a détruite de l'intérieur. J'ai essayé de la convaincre de toutes les façons. J'ai dit qu'elle pouvait vivre avec moi,
qu'on trouverait une solution, qu'elle n'avait pas besoin de vivre comme ça. Mais elle n'a pas voulu. Elle a dit qu'elle allait donner une chance à Prosper, qu'il avait promis de chercher de l'aide, que cette fois ce serait différent. Et j'ai vu dans ses yeux cet espoir désespéré, ce besoin de croire que son amour était plus fort que sa violence. Je l'ai laissée rester chez moi ce jour-là, mais le lendemain, elle est retournée. Elle est retournée à la maison, elle est retournée vers son mari, elle est retournée en enfer. Les mois suivants ont été terribles. Je vivais dans une angoisse constante, toujours en attente de la nouvelle qu'il s'était passé quelque chose de pire, toujours avec peur de recevoir ce coup de téléphone disant que ma fille était à l'hôpital, ou pire. Je lui rendais visite autant que je pouvais, même en sachant que Prosper n'aimait pas ça, même en sachant qu'après mon départ, elle allait payer le prix. Je voulais qu'elle sache qu'elle n'était pas seule, qu'il y avait quelqu'un de son côté, qu'elle avait une mère qui ferait tout pour l'aider. Prosper faisait une tête de plus en plus fermée quand il me voyait. Il n'était pas grossier ouvertement, mais on sentait l'hostilité, la colère qu'il avait contre moi. Il savait que je savais ce qu'il faisait. Il savait que j'essayais de convaincre Nadège de partir de là. Et ça le rendait encore plus dangereux, parce qu'un homme violent n'aime pas perdre le contrôle, n'aime pas quand quelqu'un se mêle de ses affaires. En mars 1991, Lambert est décédé. Le foie a finalement cédé après tant d'années à être maltraité par l'alcool. Il avait 47 ans, il était encore jeune, mais son corps était complètement détruit. Il est mort dans un hôpital public, seul, parce que quand ils ont appelé pour me prévenir qu'il était hospitalisé, je m'occupais d'une voisine qui avait accouché. Quand je suis arrivée là-bas, il était déjà parti. Je n'ai même pas eu la chance de lui dire au revoir, de dire quelque chose, de faire la paix avec cet homme qui avait été mon mari pendant plus de 20 ans. L'enterrement a été simple, peu de monde. Quelques parents éloignés, des voisins, et Nadège avec Prosper. Ma fille a beaucoup pleuré. Je pense que ce n'était pas seulement pour le père qu'elle perdait, mais pour tout ce qu'elle vivait, toute cette douleur accumulée qui devait sortir d'une façon ou d'une autre. Prosper est resté à côté d'elle tout le temps, la tenant dans ses bras, et de loin on aurait dit un mari affectueux prenant soin de sa femme. Mais moi je voyais. Je voyais la façon dont il tenait son bras, plus fort que nécessaire. Je voyais la façon dont il me regardait, ce regard d'avertissement, comme s'il me disait de rester en dehors de leur vie. Après la mort de Lambert, je suis devenue veuve à 42 ans. D'une certaine façon, c'était un soulagement, mes chers. Un soulagement parce que finalement, il n'y aurait plus cette souffrance quotidienne, cette humiliation, cette peur. Mais aussi une tristesse, parce qu'au fond, très au fond, il restait encore un petit reste d'amour pour l'homme qu'il avait été autrefois, avant que l'alcool ne détruise tout. Je suis restée seule dans cette petite maison qu'on louait, cousant pour survivre, et pour la première fois en de nombreuses années, j'ai pu respirer sans peur. Il n'y avait plus personne à contenter, personne à craindre, personne pour me frapper. C'était une liberté triste, mais c'était la liberté. Avec Lambert mort, j'ai commencé à voir Nadège plus souvent. Prosper n'avait plus l'excuse qu'elle devait s'occuper de son père malade, alors elle a commencé à me rendre visite plus. Mais je voyais qu'il contrôlait chaque visite. Elle devait prévenir quand elle venait, devait dire combien de temps elle resterait, et chaque fois que le téléphone sonnait, c'était lui qui vérifiait si elle allait bientôt rentrer. C'était une prison, mes chers. Une prison sans barreaux, mais une prison quand même. Les années 1991 et 1992 ont été des montagnes russes. Il y avait des périodes où Nadège semblait aller bien, elle reprenait même quelques kilos, souriait un peu plus, disait que les choses s'étaient améliorées. Je m'accrochais à cet espoir, pensant que peut-être Prosper avait vraiment changé, que peut-être le pire était passé. Mais ensuite venait une autre mauvaise période, et tout revenait pire qu'avant. Elle apparaissait avec de nouvelles marques, de nouveaux bleus qu'elle essayait de cacher, de nouvelles coupures pour lesquelles elle inventait des excuses. En 1993, quelque chose s'est produit qui m'a donné un peu d'espoir. Nadège m'a raconté que Prosper avait accepté de faire une thérapie. Une chose rare à cette époque, surtout pour un homme qui voyait chercher de l'aide psychologique comme un signe de faiblesse. Mais il avait accepté. Il avait commencé à aller aux séances, et selon Nadège, ça aidait. Il commençait à comprendre d'où venait sa colère, il apprenait à contrôler ses impulsions, il changeait. Au début, je n'y ai pas beaucoup cru.
J'avais déjà vu tellement de fois ces promesses de changement que j'avais appris à ne pas m'illusionner. Mais petit à petit, très petit à petit, j'ai commencé à remarquer de vraies différences. Il était moins explosif, plus contrôlé. Il était toujours fermé, toujours sérieux, mais il n'avait plus cette aura de danger imminent autour de lui. Nadège était visiblement plus détendue, plus heureuse. Elle racontait qu'il parlait plus, qu'il s'ouvrait, qu'il racontait l'enfance difficile qu'il avait eue, le père violent qui battait sa mère, et lui aussi. Il commençait à faire la paix avec son passé, et ça changeait leur présent. La thérapie a duré des années. Prosper n'a pas abandonné, même quand c'était difficile, même quand il devait affronter des vérités dures sur lui-même. Et lentement, très lentement, il s'est transformé. Il est devenu plus présent de façon positive, plus communicatif, plus affectueux. La violence a diminué jusqu'à s'arrêter complètement. En 1995, Nadège m'a raconté qu'il ne la frappait plus depuis plus d'1 an. Que quand il était énervé, il sortait de la maison, marchait pour se calmer, revenait après, et il discutait de ce qui s'était passé. C'était un progrès incroyable, un changement que je n'aurais jamais cru possible. J'ai commencé à voir Prosper avec d'autres yeux. J'avais encore cette méfiance, cette peur que tout soit faux, qu'il redevienne violent. Mais il était vraiment différent. Il a commencé à parler avec moi aussi, à me traiter non plus avec cette froideur hostile, mais avec respect, parfois même avec affection. Il m'a raconté un jour la thérapie, comment il découvrait qu'il avait tout appris de travers, qu'il avait grandi en pensant qu'un homme montrait son amour par le contrôle et la violence parce que c'était ce que son père faisait. Il a dit qu'il brisait ce cycle, qu'il ne voulait pas être comme son père avait été. En 1997, ils étaient déjà un couple complètement différent. Je les voyais ensemble et j'étais impressionnée par la transformation. Ils parlaient, riaient ensemble, étaient affectueux l'un envers l'autre d'une façon saine. Prosper était devenu un mari attentionné, respectueux, partenaire. Nadège avait retrouvé son éclat, elle avait récupéré cette lumière que je pensais éteinte pour toujours. C'était beau à voir, mes chers. Beau et en même temps douloureux, parce que je pensais à combien d'années de souffrance auraient pu être évitées s'il avait cherché de l'aide avant. Vers 1998, Nadège et Prosper ont commencé à essayer d'avoir des enfants. Ils voulaient beaucoup, ça faisait longtemps qu'ils voulaient, mais ça n'arrivait jamais. Ils ont commencé à faire des examens, à consulter des médecins, et c'est là qu'ils ont découvert la nouvelle dévastatrice. Nadège ne pouvait pas avoir d'enfant. Les médecins ont expliqué que probablement les années de stress extrême, les coups qu'elle avait reçus dans la région de l'abdomen, tout cela avait affecté son corps de façon irréversible. Elle était effondrée. Elle a pleuré pendant des semaines, elle est entrée dans une dépression profonde. Elle avait toujours rêvé d'être mère, elle avait toujours imaginé une maison pleine d'enfants, et maintenant ce rêve lui avait été arraché de la façon la plus cruelle possible. Prosper aussi a beaucoup souffert de cette nouvelle. Je voyais en lui la culpabilité, le poids de savoir que c'était à cause de lui, à cause de sa violence, que sa femme ne pouvait pas réaliser son rêve d'être mère. Il s'est enfoncé dans une tristesse qui faisait pitié à voir. Il est retourné en thérapie avec plus d'intensité, travaillant cette culpabilité gigantesque qu'il portait. C'est sa thérapeute qui a suggéré l'adoption. Au début, ils étaient un peu hésitants. Ils ne savaient pas si c'était pour eux, s'ils arriveraient à aimer un enfant qui n'aurait pas leur sang. Mais plus ils y pensaient, plus l'idée avait du sens. Il y avait tant d'enfants qui avaient besoin d'un foyer, d'une famille, d'amour, et ils avaient tant d'amour à donner. Ils ont commencé à se renseigner sur le sujet, à participer à des conférences, à comprendre comment fonctionnait le processus. En 1999, ils ont entamé le processus d'adoption. Et là a commencé une attente qui a duré des années, mes chers. Des années d'attente, d'espoir et de frustration, de téléphones qui sonnaient, et ce n'était pas la nouvelle qu'ils attendaient. C'était très épuisant, très difficile. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont gardé l'espoir vivant, ils ont gardé la chambre qu'ils avaient préparée pour l'enfant, toujours bien rangée, en attendant. Pendant ce temps, la vie continuait. Je vieillissais, mon corps réclamait du repos que je ne pouvais pas lui donner parce que je devais travailler pour survivre. La couture était déjà plus difficile, ma vue baissait, mes mains n'étaient plus aussi fermes.
Mais je continuais parce que je n'avais pas le choix. Nadège et Prosper m'aidaient quand ils pouvaient, me donnèrent de l'argent pour acheter des médicaments, pour payer les factures, mais je ne voulais pas dépendre d'eux. J'avais ma fierté, vous savez. J'avais passé ma vie entière à me débrouiller seule, et je ne voulais être un fardeau pour personne. En mai 2009, l'appel qu'ils attendaient tant est finalement arrivé. Il y avait une petite fille de 6 ans disponible pour l'adoption. Une petite fille qui s'appelait Grace, qui avait été retirée à ses parents biologiques pour mauvais traitement, qui avait passé par plusieurs foyers d'accueil, qui avait un lourd passé d'abandon et de traumatisme. Quand l'assistante sociale a décrit la situation de la petite, Prosper a pleuré. Il a pleuré parce qu'il s'est vu dans cet enfant, parce qu'il a compris qu'elle avait besoin de quelqu'un qui savait ce que c'était de grandir dans la douleur, dans la peur, dans la colère. Et il savait, mes chers, il savait très bien. Le processus a été rapide après ça. En 3 mois, ils avaient déjà la garde provisoire de la petite, et en octobre 2009, l'adoption a été finalisée. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai rencontré ma petite fille. C'était un dimanche matin ensoleillé, et Nadège m'a appelé en me demandant de venir chez eux, qu'il y avait une surprise. Quand je suis arrivée là-bas, il y avait une petite fille assise sur le canapé, toute petite, toute maigre, avec des yeux énormes et effrayés, les cheveux tout ébouriffés. Elle m'a regardée avec cette méfiance de quelqu'un qui a tellement souffert qu'il ne croit plus en la bonté. Nadège me l'a présentée. Grâce, voici grand-mère Thérèse. Et j'ai ouvert les bras, avec des larmes aux yeux, et j'ai dit « Viens ici, ma petite fille. Viens connaître ta grand-mère. » La petite est restée immobile quelques secondes, me regardant, calculant si elle pouvait faire confiance. Et puis, lentement, elle s'est levée et est venue. Quand elle s'est approchée, je l'ai prise dans mes bras avec tout le soin du monde, comme si elle était en cristal, et je l'ai sentie toute tendue. Mais j'ai continué à la caresser, à lui faire des câlins, à murmurer des mots doux, et petit à petit, elle s'est détendue. Et puis elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré fort, elle a pleuré avec désespoir, accrochée à moi, et je suis restée là, tenant cette petite enfant blessée, sentant mon cœur se briser et se reconstruire en même temps. Les premiers temps avec Grâce ont été extrêmement difficiles. La petite avait tellement de traumatisme, tellement de peur, tellement de colère accumulée. Elle avait des crises terribles où elle cassait tout, criait, se jetait par terre, disait qu'elle voulait partir. Elle ne dormait pas bien, elle faisait des cauchemars horribles, elle se réveillait en criant au milieu de la nuit. Elle ne mangeait pas bien, cachait de la nourriture sous le lit parce qu'elle avait peur d'avoir faim à nouveau. Elle ne faisait confiance à personne, elle pensait que toute affection cachait quelque chose de mauvais. Nadège et Prosper ont dû avoir une patience infinie. Ils ont mis la petite en thérapie, ont lu tout ce qu'ils trouvaient sur les traumatismes infantiles, ont parlé avec des psychologues, des assistants sociaux, d'autres parents adoptifs. Il y a eu des jours où Nadège m'appelait en pleurant, épuisée, disant qu'elle ne savait pas si elle allait y arriver, que c'était plus difficile qu'elle l'imaginait. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils sont restés là, fermes, montrant à Grâce jour après jour qu'elle était en sécurité, que personne ne lui ferait du mal, que c'était sa famille pour toujours. Et Prosper, mes chers, Prosper a été incroyable avec cette petite. Il avait une patience, une délicatesse, une compréhension que seul quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire peut avoir. Quand elle avait ses crises de colère, il restait là près, sans envahir son espace, mais montrant qu'il était présent. Quand elle se réveillait en criant d'un cauchemar, il allait dans sa chambre, allumait la lumière, montrait que c'était juste un rêve, qu'elle était en sécurité. Quand elle refusait de manger, il s'asseyait à côté d'elle et disait « Tu n'as pas besoin de manger si tu ne veux pas, mais la nourriture sera là quand tu seras prête. » Et petit à petit, très petit à petit, la petite s'est ouverte. Ça a pris presque 2 ans. 2 ans de beaucoup de travail, beaucoup d'amour, beaucoup de persévérance. Mais vers 2011, Grâce était méconnaissable. Elle avait grossi, ses cheveux étaient toujours bien coiffés et brillants, ses yeux n'avaient plus cette peur constante. Elle riait, jouait, réussissait bien à l'école, avait des petites amies.
Elle appelait Nadège et Prosper maman et papa naturellement, sans cette hésitation du début. C'était une transformation magnifique à voir. Et avec moi, elle avait une relation spéciale. Tous les week-ends, elle venait dormir chez moi. On faisait des gâteaux ensemble, on regardait des films, on parlait de tout. Elle me racontait les choses de l'école, me montrait les dessins qu'elle faisait, me demandait des conseils sur les amitiés. J'adorais ces moments, je sentais que j'avais de nouveau un but, que j'avais quelqu'un qui avait besoin de moi, qui m'aimait. Cette petite avait rempli ma vie de joie, de sens, d'amour. En 2013, Grace avait déjà 10 ans et était complètement adaptée. C'était une enfant heureuse, en sécurité, aimée. Et voir ça, voir comment une famille avait sauvé cette petite, comment l'amour avait guéri ses blessures, me faisait croire au miracle. Me faisait croire que tout ce qu'on avait vécu, toute cette souffrance, avait un but. Parce que si Nadège et Prosper n'avaient pas vécu tout ça, peut-être qu'ils n'auraient pas eu la sensibilité, la patience, la compréhension nécessaire pour sauver Grace. Et cette petite avait besoin d'être sauvée, avait besoin d'avoir une chance d'être heureuse. Les années ont passé et j'ai vieilli. En 2015, j'avais déjà 66 ans et le corps n'était plus le même. La vue était très mauvaise, les mains tremblaient, le dos faisait mal tout le temps. Coudre devenait de plus en plus difficile et je gagnais de moins en moins. Il y avait des mois où j'arrivais à peine à payer le loyer de la petite maison où j'habitais, qui vieillissait de plus en plus, tombait en ruine. Il y avait des fuites dans le toit quand il pleuvait, le sol était tout cassé, l'évier était toujours bouché. Mais c'était mon petit coin, c'était là que j'avais mon indépendance. Alors, je ne me plaignais pas. Nadège me proposait toujours de l'aide, voulait me donner de l'argent, mais je refusais. Je ne voulais pas être un fardeau pour personne, je ne voulais pas dépendre. J'avais passé ma vie entière à me débrouiller seule, et j'allais continuer comme ça jusqu'à la fin. Mais au fond, mes chers, j'étais fatiguée. Fatiguée de lutter, fatiguée de me débrouiller, fatiguée de me réveiller tous les jours sans savoir si j'allais avoir de quoi manger. Mais je ne le montrais pas. Je faisais semblant que tout allait bien, parce que je ne voulais pas inquiéter ma fille. C'est vers septembre 2016 que j'ai commencé à remarquer qu'il se passait quelque chose de différent chez Nadège. Quand j'allais la voir, je voyais qu'il y avait des matériaux de construction dans la cour. Du ciment, des briques, du bois. J'ai demandé ce que c'était et Nadège a dit qu'il faisait des réparations dans la maison, qu'il réparait des choses qui étaient cassées. Je n'y ai pas fait trop attention, j'ai pensé que c'était vraiment ça. Mais les mois passaient et les matériaux continuaient d'arriver. Jusqu'à ce qu'un jour, en novembre, Nadège me demande de ne pas venir chez eux pendant quelques semaines parce que tout était très en désordre avec les travaux, qu'elle m'appellerait dès que ce serait fini. J'étais un peu contrariée, sentant qu'on m'éloignait, mais j'ai respecté. Je suis restée ces semaines sans y aller, juste en parlant au téléphone, mourant d'envie de voir ma petite fille qui venait toujours dormir chez moi et maintenant ne pouvait pas à cause de ses travaux. La fin de 2016 s'est passée comme ça, avec moi de plus en plus curieuse de savoir ce qu'il faisait dans cette maison qui nécessitait tant de matériaux, tant de temps. Parfois je passais dans la rue de loin, juste pour jeter un coup d'œil, et je voyais qu'il y avait vraiment beaucoup d'activités, des maçons qui travaillaient, beaucoup de bruit de chantier. Mais je n'arrivais pas à bien voir ce qui se faisait. Noël, cette année-là, s'est passé chez eux, puisque la maison était en travaux. C'était une fête simple mais agréable. Grace était très excitée, déjà une jeune fille de 13 ans, toute coquette. Prosper était particulièrement de bonne humeur, et de temps en temps je le surprenais, lui et Nadège, en train d'échanger des regards complices, comme s'ils partageaient un secret. J'ai essayé de demander à propos des travaux, mais ils changèrent de sujet, disaient que bientôt je verrais, que c'était une surprise. Le nouvel an est arrivé, et avec lui 2017. J'avais déjà 68 ans, sentant le poids de l'âge dans chaque os du corps. Janvier a été un mois difficile. La chaleur était insupportable et ma petite maison n'avait pas de bon ventilateur. Je passais les nuits éveillée à transpirer, sans pouvoir dormir. Février n'a pas été beaucoup mieux. Et je continuais, jour après jour, sans savoir que ma vie allait complètement changer. C'était en mars 2017, un samedi matin étouffant où l'air semblait trop lourd pour respirer, que Nadège m'a appelée. Sa voix était étrange, un peu tremblante, un peu émue. « Maman, elle a dit, tu peux venir chez nous aujourd'hui ?»
Prosper, Grâce et moi devons te parler de quelque chose de très important. Mon cœur a fait un bond, mes chers. Ce genre de convocation n'est jamais pour de bonnes choses, n'est-ce pas? J'ai pensé à tout ce qui pouvait être mauvais. Est-ce que Grâce était malade? Est-ce que Prosper avait perdu son travail? Est-ce qu'ils allaient se séparer? La tête part dans tous les sens quand on ne sait pas ce qui se passe. J'ai mis mes meilleurs vêtements, qui n'étaient pas grand-chose, mais c'étaient ceux que je mettais quand je devais sortir pour quelque chose de plus sérieux, et j'y suis allée. Le cœur battant vite, les mains qui transpirent, un froid au ventre qui n'avait rien à voir avec la chaleur infernale qu'il faisait. Quand je suis arrivée chez eux, la première chose que j'ai remarquée, c'est que l'extérieur était différent. Il y avait un mur plus haut, il y avait un nouveau portail, et on aurait dit que la maison avait grandi. Il y avait une nouvelle partie sur le côté droit qui n'existait pas avant. J'ai sonné, et Grâce est venue ouvrir. Elle m'a serré fort, plus fort que d'habitude, et je l'ai sentie trembler un peu. « Grand-mère », elle a dit à mon oreille, « Tu vas beaucoup aimer la surprise. » Et elle m'a tiré à l'intérieur. Nadège et Prosper étaient dans le salon, tous les deux debout, attendant. Ils avaient une expression sur le visage que je n'arrivais pas à déchiffrer. Ça ressemblait à un mélange de nervosité, d'anxiété et quelque chose qui semblait être de la joie. Je me suis assise sur le canapé, comme Nadège me l'a demandé, et je suis restée là à attendre, le cœur dans la bouche, sans avoir la moindre idée de ce qui allait se passer. Et puis c'est Grâce qui a commencé à parler. « Grand-mère Thérèse », elle a dit, et sa voix tremblait d'émotion. « Je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi pendant toutes ces années. Pour toute l'affection, tout l'amour, toute la patience. Tu es la meilleure grand-mère que quelqu'un puisse avoir, et je t'aime beaucoup. Et c'est pour ça que moi, maman et papa voulons te faire un cadeau très, très spécial. » J'ai regardé sans rien comprendre. Un cadeau? Quel cadeau? Ce n'était pas mon anniversaire, ce n'était pas la fête des mères, ce n'était pas Noël. De quoi parlait-il? C'est alors que Prosper s'est levé et est sorti du salon. Il est revenu quelques secondes plus tard avec un dossier plein de papiers. Il est venu vers moi, s'est agenouillé devant moi et a commencé à parler. Et c'est là, mes chers, c'est à ce moment-là qu'a commencé tout ce que j'ai dit au début de cette vidéo. C'est là que mon gendre a commencé à remplir ma bouche avec des mots que je n'aurais jamais, jamais imaginé entendre de lui. « Maman Thérèse », il a dit, et sa voix était nouée, pleine d'émotion. « Je dois te demander pardon. Pardon pour tout ce que j'ai fait à ta fille, pour toute la douleur que j'ai causée à cette famille, pour toutes les années de souffrance que vous avez vécues à cause de moi. Je sais qu'il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait. Il n'y a pas de pardon assez grand pour effacer ça. Mais je veux que vous sachiez que j'ai changé, vraiment changé. Et celle qui m'a aidé à changer, c'est vous. J'étais complètement perdue. Comment ça, je l'avais aidé à changer? Moi qui passais mes journées à souhaiter qu'il disparaisse de la vie de ma fille? Il a continué à parler. Vous n'avez jamais abandonné Nadège. Même quand je faisais tout pour vous éloigner, même quand j'étais un monstre, vous étiez toujours là. Toujours présente, toujours protectrice, toujours aimante. Et c'est en voyant cet amour, ce dévouement, cette force, que j'ai commencé à comprendre ce que signifie aimer vraiment. Vous m'avez appris, maman Thérèse. Vous m'avez appris sans le savoir. Vous m'avez appris juste en étant qui vous êtes. Une mère qui n'abandonne pas, une femme forte, une personne pleine d'amour même après avoir tant souffert. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage sans que je puisse les contrôler. Je ne comprenais pas vraiment où il voulait en venir, mais quelque chose en moi bougeait déjà, sentait déjà que quelque chose de grand était en train de se passer. Quand on a adopté Grâce, Prosper a continué, j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé que la famille, ce n'est pas le sang. La famille, c'est ceux qui restent, qui s'occupent, qui aiment même quand c'est difficile. Et vous avez toujours été de la famille pour moi, maman Thérèse. Vous avez toujours pris soin de moi, même quand je ne le méritais pas. Vous m'avez toujours donné une chance, vous avez toujours cru que je pouvais être meilleure. Et je veux vous rendre ça. Je veux prendre soin de vous comme vous avez toujours pris soin de nous. Il a ouvert le dossier et a commencé à sortir des papiers. Des plans de construction, des factures, des photos. Et puis il a commencé à expliquer
et à chaque mot qui sortait de sa bouche, mon cœur battait plus vite, ma respiration devenait plus courte, ma tête tournait plus. Ces derniers mois, il a dit, on a fait des travaux dans la maison. Mais ce n'était pas vraiment des réparations. On a construit une annexe. Une annexe pour vous, maman Thérèse. Un endroit rien qu'à vous, pour que vous viviez avec nous, tout près de nous, pour ne plus jamais être seul dans cette petite maison qui tombe en ruine. Il m'a montré les photos. Une énorme chambre, avec une grande fenêtre qui donnait sur le jardin. Une salle de bain complète, toute carrelée, belle. Un petit salon avec un fauteuil confortable, une petite table, même une nouvelle machine à coudre. Une petite véranda avec un hamac, des pots de fleurs, une toute petite table. Tout pensé dans les moindres détails, tout fait avec amour. Je n'arrivais simplement pas à comprendre ce que je voyais, ce que j'entendais. J'ai failli m'étouffer, littéralement. La gorge s'est serrée, l'air ne passait plus bien. C'était trop, c'était beaucoup, c'était impossible à croire. Prosper continuait à parler, mais j'arrivais à peine à bien entendre avec le sang qui battait dans mes oreilles. Et il y a plus, Nadège a dit, venant s'asseoir à côté de moi, prenant ma main. Maman, tu as travaillé toute ta vie. Tu as cousu jusqu'à ce que tes doigts saignent. Tu as manqué de tout. Tu as tenu bon, toute seule. Tu as élevé une fille pratiquement sans aide de personne. Tu as supporté tant de choses, tant de souffrances. Et tu n'as jamais rien eu à toi. Tu n'as jamais pu te reposer. Tu n'as jamais eu la vie que tu méritais. Alors on a décidé quelque chose. À partir de maintenant, tu n'as plus besoin de travailler. On va s'occuper de toi. On va payer tout ce dont tu as besoin. Nourriture, médicaments, vêtements, tout. Tu n'as qu'à venir vivre avec nous et nous laisser te rendre un tout petit peu de ce que tu as fait pour nous. J'ai essayé de parler, mais rien n'est sorti. J'ai essayé de comprendre, d'assimiler, mais c'était trop. C'était beaucoup trop. Prosper a alors fait quelque chose qui m'a complètement brisée. Il a pris mes mains dans les siennes, ses grandes mains calleuses de tant de travail, et avec des larmes coulant sur son visage, il a dit « Maman Thérèse, s'il te plaît, laisse-moi t'appeler maman. Vous m'avez appris ce qu'est l'amour d'une mère. Vous m'avez donné l'exemple que je n'ai jamais eu. Vous m'avez montré qu'on peut changer, qu'on peut être différent. Et je veux que vous sachiez que je vous aime comme si vous étiez ma mère. La mère que je n'ai jamais eue, mais que j'ai toujours voulu avoir. S'il te plaît, accepte ce cadeau. Laisse-nous prendre soin de toi maintenant. Laisse-nous te montrer que tout l'amour que tu as semé n'a pas été vain. » C'est à ce moment-là, mes chers, c'est exactement à ce moment-là que j'ai vraiment failli m'étouffer. J'ai failli m'étouffer avec ces mots, avec tout cet amour qui se déversait sur moi, avec cette situation que je n'aurais jamais imaginé vivre. Mon cœur s'est emballé tellement fort que j'ai cru qu'il allait exploser là. Mes jambes ont tremblé, ma vision s'est brouillée avec les larmes, et j'ai dû m'accrocher au canapé pour ne pas tomber. C'était trop à assimiler, trop à avaler d'un coup, trop pour croire que c'était vraiment en train d'arriver. Grâce s'est jetée sur mes genoux, serrant ma taille, pleurant aussi. « S'il te plaît, grand-mère. » Elle a sangloté. « Viens vivre avec nous. J'ai besoin de toi près de moi tous les jours. J'ai besoin de pouvoir te voir toujours, te serrer toujours. Tu es ma vraie grand-mère, la seule que j'ai, et je t'aime tellement. » Et c'est là que je me suis complètement effondrée. J'ai tiré tout le monde dans une étreinte, cette étreinte serrée de quelqu'un qui n'a pas de mots pour exprimer l'ampleur de ce qu'il ressent. Et je suis restée là, pleurant, sanglotant, tremblant de partout. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais vécu, pour toutes les années de lutte, pour toutes les nuits où j'ai dormi avec la faim, avec le froid, avec la peur. J'ai pleuré pour la fille que j'avais été, qui s'était mariée si jeune en pensant qu'elle serait heureuse. J'ai pleuré pour la femme qui s'est fait frapper pendant tant d'années en silence. J'ai pleuré pour la mère qui n'a pas pu protéger sa fille du même destin. Et j'ai pleuré de joie, de surprise, de gratitude, parce que maintenant, à 68 ans, quand je m'y attendais le moins, la vie me donnait un cadeau que je n'avais jamais pensé mériter. Ça a pris du temps avant que je puisse dire quelque chose. Quand j'ai finalement pu, la voix est sortie faible, nouée, pleine d'émotion. J'ai juste pu dire « Merci. Merci de ne pas avoir abandonné. Merci de m'aimer.
Merci de m'avoir donné une vraie famille. Ce jour-là, ils m'ont emmené voir l'annexe qu'ils avaient construite. Et quand je suis entrée dans cet espace, mes chers, quand j'ai vu chaque détail pensé avec amour, je n'ai pas pu arrêter de pleurer. La chambre était parfaite, avec un énorme lit confortable, une armoire encastrée. La grande fenêtre dont Prosper avait parlé donnait directement sur le jardin. Et dehors, planté juste sous la fenêtre, il y avait un jasmin. « Je l'ai planté pour vous », Prosper a dit. « Parce que je me souviens qu'une fois vous avez dit que vous adoriez l'odeur du jasmin, que ça vous rappelait la maison de votre mère quand vous étiez enfant. » Ce détail m'a détruite. Il avait fait attention à un petit commentaire, à un souvenir que j'avais partagé sans même trop y penser, et il avait planté cette fleur-là juste pour me rendre heureuse. Quel genre d'homme fait ça, mes chers? Quel genre d'amour c'est ça qui se soucie des petits détails, qui garde les mots, qui transforme un commentaire banal en démonstration d'affection? La salle de bain était magnifique, toute carrelée, avec une grande douche, des toilettes neuves, un lavabo spacieux. Il y avait même un petit tabouret dans la douche, au cas où mes jambes ne supporteraient pas de rester debout longtemps. Le petit salon était confortable, avec le fauteuil le plus confortable sur lequel je m'étais jamais assise, une étagère pour mettre mes petits livres et mes affaires, et la nouvelle machine à coudre, moderne, que Nadège a dit que c'était pour que je couse seulement si je voulais, juste comme passe-temps, sans la pression de devoir le faire pour gagner de l'argent. Et la petite véranda, ah mes chers, la petite véranda était mon endroit préféré. Il y avait un hamac blanc en crochet, plusieurs pots avec des fleurs colorées, une petite table en bois où tenait parfaitement une tasse de café et une petite assiette avec du gâteau. C'était un petit coin de paix, de tranquillité, de bonheur. Un petit coin fait pour qu'une vieille dame se repose après toute une vie de lutte. Je marchais d'un côté à l'autre de cet espace, touchant les choses, sentant les textures, respirant les fleurs, essayant de croire que tout ça était pour moi. Que j'avais un endroit beau, propre, confortable, rien qu'à moi. Que je n'allais plus avoir à me réveiller avec des fuites qui coulaient sur ma tête quand il pleuvait. Que je n'allais plus avoir à me soucier de payer le loyer. Que j'allais pouvoir simplement exister, me reposer, vivre. Dans les jours suivants, ils m'ont aidé à déménager. Il n'y avait pas grand-chose à apporter de cette vieille petite maison où j'habitais. Quelques vêtements, quelques objets qui avaient une valeur sentimentale, de vieilles photos, ma Bible vieille et usée. Le reste, ils ont dit de laisser, que c'était tout trop vieux, trop cassé, qu'ils allaient m'acheter des choses neuves. J'ai essayé de protester, de dire que ce n'était pas nécessaire, mais ils ont insisté. Et moi, pour la première fois de ma vie, j'ai laissé quelqu'un prendre soin de moi. J'ai laissé quelqu'un me gâter, me donner des choses, me rendre heureuse. La première nuit où j'ai dormi dans ma nouvelle chambre a été magique. Le lit était si confortable qu'on aurait dit que je flottais. L'oreiller était doux, la couverture était chaude sans être étouffante, le matelas n'avait pas de ressort qui me piquait le dos. Je me suis allongée là, et je suis restée à regarder le plafond, sans croire que c'était réel, que c'était à moi. L'odeur du jasmin entrait par la fenêtre, une brise douce faisait bouger le rideau, et pour la première fois en décennies, j'ai dormi en paix. J'ai dormi sans souci, sans peur, sans angoisse. J'ai dormi en sachant que j'étais en sécurité, que j'étais chez moi, que j'étais aimée. Les premiers jours à vivre avec eux ont été une période d'adaptation. Je n'étais pas habituée à avoir des gens qui prenaient soin de moi, vous comprenez? Toute ma vie, j'ai été celle qui s'occupait des autres, qui résolvait les problèmes, qui se sacrifiait. Et maintenant, il y avait des gens qui voulaient faire les choses pour moi, et je ne savais pas vraiment comment gérer ça. J'avais honte de demander des choses, honte de déranger, honte de paraître profiteuse. Mais ils ont été très patients avec moi. Prosper, tous les jours, tôt le matin, frappait à ma porte pour demander si j'avais bien dormi, si j'avais besoin de quelque chose. Il m'apportait le café au lit les week-ends, une chose que personne n'avait jamais faite dans toute ma vie. Il s'asseyait sur la véranda avec moi et on parlait de tout. De son travail à la menuiserie, des projets qu'il avait pour la famille, de la vie en général. Et petit à petit, très petit à petit, cet homme que j'avais haï de toutes mes forces est devenu le fils que je n'avais jamais eu. Nadège débordait de bonheur.
Voir sa mère là, en sécurité, bien soignée, avait enlevé un poids énorme de ses épaules. On passait les après-midi ensemble, à parler, à faire du crochet, à cuisiner. Elle me racontait combien elle était heureuse, comment la vie avait fait tant de détours, mais qu'à la fin ça en avait valu la peine. Elle me disait que toute la souffrance du passé avait été nécessaire pour arriver jusqu'ici, jusqu'à ce moment de paix et d'amour. Et Grâce, ma précieuse petite fille, était toujours collée à moi. Après l'école, elle venait en courant dans mon annexe, jetait son sac par terre et se jetait sur le canapé à côté de moi. Elle me racontait tout sur sa journée, les potins de l'école, les difficultés avec les matières, les rêves qu'elle avait pour l'avenir. Et j'écoutais tout attentivement. Je donnais des conseils quand elle en demandait. Je la prenais dans mes bras quand elle en avait besoin. Cette petite avait rempli ma vie de buts, de joie, de sens. Nous avons établi une routine qui était parfaite pour moi. Tous les jours le matin, je me réveillais tôt, je prenais une douche dans cette merveilleuse salle de bain, je m'habillais et j'allais prendre le petit déjeuner avec eux dans la cuisine. Prosper préparait toujours quelque chose de spécial, soit un gâteau, soit du pain grillé, soit des fruits coupés. On prenait le petit déjeuner en parlant, en riant, en faisant des projets pour la journée. Après, Nadège allait travailler, Grâce allait à l'école, Prosper allait à la menuiserie, et je restais seule à faire ce que je voulais. Parfois je cousais un petit peu, juste parce que j'aimais ça, juste parce que c'était thérapeutique. D'autres fois je lisais, ou regardais la télévision, ou simplement je restais sur la véranda à regarder le jardin, à sentir l'odeur des fleurs, à écouter les oiseaux. Il y avait des jours où je ne faisais absolument rien, et je ne me sentais pas coupable pour ça. Il y avait des jours où je faisais juste exister, et c'était suffisant. À l'heure du déjeuner, généralement Nadège revenait du travail et on déjeunait ensemble. Elle préparait toujours de la vraie nourriture, de la bonne nourriture, copieuse. Ce n'était plus cette nourriture de quelqu'un qui doit faire durer, de quelqu'un qui ne sait pas s'il aura de quoi manger demain. C'était de la nourriture copieuse, variée, délicieuse. Et je mangeais sans culpabilité, savourant chaque bouchée, sentant mon corps enfin recevoir les nutriments dont il avait besoin. L'après-midi, je faisais généralement une sieste, chose que je n'avais jamais pu faire de ma vie. Je m'allongeais dans ce lit confortable et je dormais comme un bébé. Je me réveillais, revigorée, en forme, heureuse. Et puis j'attendais que Grâce rentre de l'école pour qu'on fasse notre petit programme. Le soir, on dînait tous ensemble. C'était mon moment préféré de la journée, quand la famille était toute réunie autour de la table, parlant, riant, partageant les choses du jour. Prosper avait toujours une histoire à raconter sur le travail, sur un meuble intéressant qu'il était en train de faire, sur un client drôle. Nadège racontait la boutique, les clientes, les ventes. Grâce racontait l'école, les amis, les professeurs. Et je restais là, juste à écouter, juste à absorber, juste à être heureuse. Après le dîner, parfois on regardait un film ensemble, ou on jouait à un jeu de société, ou simplement on parlait dans le salon. D'autres fois, je me retirais dans mon annexe plus tôt, je lisais un peu avant de dormir, ou je restais sur la véranda à regarder les étoiles. Et tous les jours, avant de dormir, je remerciais. Je remerciais Dieu pour cette bénédiction, pour cette famille, pour cette nouvelle vie que je vivais. Les mois passaient et je m'adaptais complètement. Cette honte initiale de demander des choses, d'accepter l'aide, disparaissait. J'ai appris à recevoir l'amour de la même façon que j'en avais toujours donné. J'ai appris que ce n'était pas de la faiblesse de laisser les autres prendre soin de moi. J'ai appris que je méritais cette bonne vie, ce repos, ce bonheur. En juin 2017, ça faisait 3 mois que j'avais déménagé là-bas. Et ils ont fait une petite fête pour célébrer. Ils ont invité quelques parents, quelques amis, et ont fait un barbecue dans la cour. J'étais assise dans ma chaise, avec une assiette pleine de bonne nourriture, entourée de gens qui m'aimaient, et j'ai pensé... C'est ça. Ça, c'est le bonheur. Ça n'a pas besoin d'être grandiose, d'être extraordinaire. C'est juste ça. C'est avoir où vivre, quoi manger, et des gens qui se soucient de vous. À cette petite fête, Prosper a fait un discours. Il a appelé tout le monde à faire attention et à parler de moi, de comment j'avais été importante dans sa vie, de comment je lui avais appris ce qu'était le vrai amour. Il a parlé de la transformation qu'il avait faite,
de comment il était sorti d'un endroit très sombre et avait réussi à devenir un homme meilleur. Et il a donné le mérite de tout ça à moi, pour n'avoir jamais abandonné sa famille, pour avoir toujours été présente, même quand c'était difficile. J'ai pleuré, bien sûr. J'ai pleuré devant tout le monde, sans honte, sans essayer de cacher. J'ai pleuré de fierté, d'amour, de gratitude. Et quand il a terminé le discours, il est venu vers moi et m'a prise dans ses bras et a murmuré à mon oreille « Merci, maman. Merci de m'avoir sauvée. » Les mois de juillet et août ont été tranquilles, remplis de petites joies quotidiennes. Grace était en vacances scolaires et passait toute la journée à la maison, alors on en profitait beaucoup. On faisait des gâteaux ensemble, on regardait des films, je lui apprenais à faire du crochet. Elle avait tellement de patience, tellement de volonté d'apprendre, qu'en quelques semaines, elle faisait déjà de belles pièces. C'est à cette époque que Prosper a planté le rosier jaune dans le jardin. Un matin, il m'a appelé pour aller dehors, et il me l'a montré. Il avait creusé un trou juste en face de la fenêtre de mon salon, et il plantait un rosier plein de boutons qui allaient bientôt devenir de belles fleurs. « Je l'ai planté pour vous », il a dit. Jaune parce que c'est la couleur de la joie, de la lumière, de l'espoir. Et parce que vous avez apporté tout ça dans ma vie. Vous avez apporté la lumière là où il n'y avait que l'obscurité. Vous avez apporté l'espoir là où je pensais qu'il n'y avait pas de salut. Ces mots m'ont touché profondément. Voir cet homme, si fort, si masculin, si plein de mains calleuses de travail dur, parler d'espoir et de lumière avec des larmes aux yeux, m'a montré combien il avait changé. M'a montré que sa transformation était réelle, profonde, vraie. En septembre, quelque chose s'est produit qui a encore plus solidifié notre relation. J'ai attrapé une forte grippe, de celle qui vous terrasse. Je suis restée au lit avec de la fièvre, de la toux, le corps douloureux. Et Prosper a été infatigable à prendre soin de moi. Il apportait du thé dans la chambre, faisait de la soupe, prenait ma température toutes les heures, me donnait les médicaments aux bonnes heures. Il s'asseyait sur la chaise à côté de mon lit et restait là, me tenant compagnie, lisant le journal à voix haute pour me distraire. Quand la fièvre était très haute et que je délirais un peu, il mouillait une serviette avec de l'eau froide et la mettait sur mon front, me caressant, disant des mots de réconfort. C'est pendant ces jours, vulnérable, malade, soigné par lui, que j'ai complètement compris qu'il était mon fils. Pas dans le sang, pas dans le nom, mais dans le cœur. Il était mon fils de la même façon que Nadège était ma fille. Et c'était un cadeau que je n'aurais jamais pensé recevoir, surtout pas de lui, pas après tout ce qui s'était passé. Quand je me suis remise de la grippe, je suis revenue à la routine normale, mais quelque chose avait changé entre Prosper et moi. On était devenus encore plus proches, plus ouverts l'un avec l'autre. Il a commencé à me raconter des choses qu'il ne racontait à personne, des choses sur ses peurs, ses insécurités, les traumatismes sur lesquels il travaillait encore en thérapie. Et j'écoutais, j'accueillais, je conseillais quand il demandait. Je suis devenue sa confidente, la personne en qui il avait totalement confiance. En octobre, Grace a eu 14 ans. On a fait une belle fête pour elle, avec beaucoup d'amis, une belle décoration, un gâteau à 3 étages que Nadège a commandé dans une pâtisserie chic. La petite était radieuse, tout habillée, maquillée pour la première fois de sa vie, ressemblant à une princesse. Voir cet enfant qui était arrivé dans la famille si blessée, si effrayée, maintenant là, heureuse, souriante, entourée d'amis, a été l'une des choses les plus gratifiantes que j'ai vécues. À la fête, quand elle a soufflé les bougies, elle a fait un vœu à voix haute au lieu de garder le secret comme on fait généralement. « Je souhaite que cette famille ne se sépare jamais », elle a dit, « qu'on reste toujours ensemble, qu'on s'aime toujours, qu'on prenne toujours soin les uns des autres. » Et tout le monde a applaudi. Beaucoup de gens ont pleuré. Et j'ai senti mon cœur si plein d'amour que j'ai cru qu'il allait déborder. Novembre et décembre sont passés vite, entre les préparatifs de Noël et du Nouvel An. Ça allait être mon premier Noël dans cette maison, et tout le monde était excité. On a décoré la maison ensemble, on a monté un énorme sapin dans le salon, on a accroché des lumières partout. Prosper a fait une belle crèche en bois qu'il a lui-même sculptée, avec tous les détails parfaits. Nadège a tenu à préparer un repas copieux avec tout ce qu'on aimait, et Grace était responsable de faire les décorations en papier pour décorer encore plus.
La veille de Noël, on était tous dans le salon, en train de finir de décorer le sapin, quand Nadège a demandé l'attention de tout le monde. Elle a dit qu'elle avait une nouvelle à annoncer. Je l'ai regardée et j'ai vu qu'elle avait les yeux qui brillaient d'une façon différente, et mon cœur a commencé à se douter de quelque chose. Les gens, elle a dit, avec la voix tremblante, j'ai une nouvelle à annoncer. Une nouvelle que je n'aurais jamais pensé pouvoir annoncer. Et elle a posé un papier sur la table basse. C'était un examen de sang, avec le résultat positif pour une grossesse. Le silence qui est tombé dans ce salon était absolu, mes chers. Tout le monde regardait le papier, lisant et relisant ce résultat, sans pouvoir y croire. Mais comment ? Prosper a demandé, et sa voix était si pleine d'émotion qu'elle sortait à peine. Les médecins avaient dit que c'était impossible, que tu ne pouvais pas. Je sais, Nadège a répondu, pleurant et riant en même temps. Je sais ce qu'ils ont dit. Mais on dirait que Dieu a décidé de faire un miracle. On dirait qu'après tout ce qu'on a vécu, après toute la transformation qu'on a faite, il a voulu nous donner encore cette bénédiction. Prosper est resté immobile pendant quelques secondes, assimilant l'information. Et puis il s'est mis à pleurer. Il a pleuré de cette façon qu'un homme pleure quand il est complètement vulnérable, quand l'émotion est plus grande que toute tentative de contrôle. Il a pris Nadège dans ses bras et l'a fait tourner en l'air, soigneusement, avec peur de lui faire mal maintenant qu'il savait qu'il y avait un bébé là-dedans. « Mon fils » il murmurait. « Mon fils. Je vais avoir un fils. » Grace a commencé à sauter et crier, tout excitée. « Je vais avoir un petit frère. Je vais être grande sœur. » Et elle sautait d'un côté à l'autre, sans pouvoir contenir sa joie. Et moi, mes chers, je suis restée assise là, avec les larmes coulant sur mon visage, regardant cette scène, et j'ai pensé « Dieu est bon, Dieu est si bon. » Après tout ce que cette famille a vécu, après toute la douleur, toute la souffrance, toute la lutte, il envoyait encore une bénédiction, un bébé, une nouvelle vie, un nouveau départ complet. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, écoutant le jasmin par la fenêtre, j'ai prié. J'ai prié en remerciant pour tout ce qui s'était passé, pour tous les chemins tordus qui m'avaient mené jusqu'ici, pour toutes les larmes qui avaient arrosé ce bonheur. J'ai prié pour l'enfant qui grandissait dans le ventre de ma fille, demandant qu'il vienne en bonne santé, en paix, entouré d'amour. Et j'ai prié pour moi-même, remerciant d'avoir vécu assez longtemps pour voir ce jour, pour voir ma famille heureuse, pour voir que toute la souffrance n'avait pas été vaine. Le Noël 2017 a été le plus heureux de ma vie. La maison pleine de monde, de la nourriture copieuse sur la table, des rires, des câlins, de l'amour. La nouvelle de la grossesse avait rendu tout le monde encore plus excité, plus plein d'espoir. Et moi, assise au bout de la table, regardant ma famille, je me suis sentie complète. Je me suis sentie accomplie. Je me suis sentie, pour la première fois en décennies, vraiment heureuse. Les premiers mois de 2018 ont été remplis de préparatifs pour le bébé. Prosper a transformé l'ancienne chambre d'amis en une belle chambre de bébé, a peint les murs d'un bleu clair parce que l'échographie avait montré que ce serait un garçon, a monté le berceau de ses propres mains, un berceau en bois massif avec des sculptures délicates qui étaient une œuvre d'art. Nadège était radieuse, avec ce ventre qui grandissait, avec cet éclat spécial que les femmes enceintes ont. Grace ne tenait plus en place d'excitation, elle achetait déjà des petits vêtements, des couches, des jouets pour le frère qui arrivait. Et moi, mes chers, je faisais tout ce qu'une grand-mère doit faire. Je tricotais des petites couvertures, je faisais des petits chaussons en crochet, je préparais des couches en tissu, parce que même s'il y avait des jetables, je trouvais que c'était bien d'avoir aussi des couches en tissu. Je passais les après-midi avec Nadège, parlant de maternité, donnant des conseils, partageant des expériences. Elle était si heureuse, si complète, si en paix. La grossesse s'est bien passée, grâce à Dieu. Sans complications, sans frayeur. Nadège faisait bien son suivi prénatal, prenait toutes les vitamines, mangeait bien, se reposait quand elle en avait besoin. Prosper était le mari le plus attentionné du monde, satisfaisant tous les désirs fous qu'elle avait au milieu de la nuit, massant ses pieds gonflés, allant à toutes les consultations médicales. En août 2018, un jour chaud d'hiver congolais,
mon petit-fils Augustin est né. L'accouchement s'est bien passé, même rapide. Et quand l'infirmière a mis ce petit bébé dans les bras de Nadège, quand je suis entrée dans la chambre et que j'ai vu ma fille tenant son fils, j'ai pleuré. J'ai pleuré en me souvenant du jour où je l'avais tenue pour la première fois, toute petite, promettant de la protéger de tout. Et maintenant, elle était là, tenant son fils, faisant la même promesse. Prosper était fou de bonheur. Il ne quittait pas le berceau. Il regardait son fils comme s'il n'arrivait pas à croire que c'était réel. Il le prenait dans ses bras avec tant de précaution, avec tant d'amour, avec tant de révérence. C'était beau à voir, mes chers. Beau de voir cet homme qui avait été si plein de colère, si violent, si destructeur, maintenant être si délicat, si affectueux, si plein d'amour. Quand ils m'ont laissé prendre Augustin dans mes bras pour la première fois, j'ai ressenti une émotion que je ne peux pas expliquer. C'était mon petit-fils de sang, différent de Grâce que j'aimais immensément mais qui ne venait pas de ma chair. Ce petit bébé avait un peu de moi en lui. Il avait les gènes que j'avais transmis à Nadège et qu'elle avait transmis à lui. Et le tenir là, sentir son odeur, sa chaleur, la façon dont il agrippait mon doigt avec sa petite main minuscule, a été l'un des moments les plus spéciaux de ma vie. Grâce était amoureuse de son petit frère. Elle voulait rester à côté du berceau tout le temps, voulait aider avec tout, changer les couches, donner le biberon quand c'était le biberon, le berçait pour dormir. C'était une grande sœur dévouée, aimante, présente. Les premiers mois avec Augustin ont été intenses mais merveilleux. Un petit bébé donne du travail, se réveille la nuit, pleure, a besoin d'attention constante. Mais on était heureux d'avoir ce travail. J'aidais autant que je pouvais. Je restais avec lui pour que Nadège puisse se reposer un peu. Je faisais à manger pour toute la famille parce que Nadège était trop occupée avec le bébé. C'étaient des jours fatigants, mais pleins de joie, de vie, de sens. Voir Prosper comme père a été l'une des plus grandes récompenses de tout ce qu'on avait vécu. Il était dévoué d'une façon que peu de pères le sont. Il se réveillait la nuit pour aider avec les tétés, changer les couches sans se plaindre même dans les pires moments, donnait le bain tous les jours avec un soin extrême. Et il chantait pour Augustin, mes chers. Il chantait des berceuses avec cette voix grave et un peu fausse, et le bébé se calmait, restait tranquille dans ses bras. Un jour, je passais par le couloir au milieu de la nuit pour prendre de l'eau quand j'ai entendu des voix venant de la chambre du bébé. Je me suis arrêtée pour écouter, et c'était Prosper qui parlait à Augustin qui avait environ 3 mois. « Mon fils, il disait doucement, « Tu ne sauras jamais ce que c'est d'être frappé. Tu ne sauras jamais ce que c'est d'avoir peur de son propre père. Je te promets que je serai le père que je n'ai jamais eu. Je vais t'aimer, je vais te protéger, je vais t'apprendre qu'un vrai homme ne résout pas les choses par la violence. Je vais te montrer que l'amour, c'est le soin, c'est la présence, c'est l'affection. Et tu vas grandir heureux, en sécurité, aimé. Ça, je te le promets. » Entendre ça m'a brisée et reconstruite en même temps. Brisée parce que j'ai vu tout le poids qu'il portait, toute la douleur qu'il avait vécue et surmontée. Et reconstruite parce que j'ai vu qu'il avait vraiment changé, que la transformation était complète, vraie, permanente. Les mois passaient et Augustin grandissait. Il est devenu un bébé potelé, souriant, en bonne santé. En janvier 2019, il marchait déjà à 4 pattes dans toute la maison, se mettait dans tout, faisait ce bon désordre que les bébés font. Grâce courait après lui tout le temps, le sauvant de tous les dangers qu'il insistait à chercher. C'est à cette époque, quand Augustin avait environ 5 mois, que quelque chose de spécial s'est produit. J'étais sur ma véranda, en train de coudre une petite couverture pour lui, quand Prosper est apparu. « Je peux m'asseoir ici avec vous, maman ?» il a demandé. Il m'appelait toujours maman maintenant, et chaque fois que j'entendais ce mot venant de lui, mon cœur se réchauffait. On s'est assis là, en silence pendant un moment, juste à écouter les oiseaux, à sentir la brise. Et puis il a commencé à parler. Il a parlé de comment sa vie avait complètement changé, de comment il ne reconnaissait plus l'homme qu'il avait été. Il a parlé de comment la thérapie l'avait sauvé, mais que l'amour de la famille avait été encore plus important. Il a parlé de combien il était reconnaissant que je n'ai jamais abandonné, d'avoir toujours été présente, même quand c'était difficile. Et puis,
Il a dit quelque chose que je vais garder dans mon cœur pour le reste de ma vie. Maman, il a dit, me regardant avec ses yeux pleins de sincérité, je voulais que vous sachiez que c'est vous qui m'avez appris ce que c'est d'être vraiment humain. Ce n'étaient pas les thérapeutes, ce n'étaient pas les livres de développement personnel, ce n'était rien de tout ça. C'était vous, avec votre exemple de vie, avec votre force, avec votre amour inconditionnel pour Nadège même quand elle revenait vers moi après que je l'ai frappée. Vous auriez pu me haïr. Vous auriez pu la convaincre de me quitter. Vous auriez pu rendre notre vie un enfer. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes restée là, souffrant avec nous, mais toujours présente, toujours aimante. Et c'est en voyant ça que j'ai compris que le vrai amour n'abandonne pas. Le vrai amour persévère même quand ça fait mal. J'ai pris sa main et j'ai dit « Tu n'es plus cet homme, mon fils. Tu es un homme bon, un père merveilleux, un mari dévoué. Et je suis très fière de toi, fière de ton courage de changer, de ta force pour affronter tes démons. Ce n'est pas facile de faire ce que tu as fait. Ce n'est pas facile de se regarder et d'admettre qu'on avait tort, qu'on devait changer. Mais tu l'as fait. Et ça fait de toi l'un des hommes les plus courageux que je connaisse. On est resté là à parler jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, parlant de la vie, de regrets et de pardon, de deuxième chance et de nouveaux départs. C'était l'un de ces moments qu'on garde pour toujours, qui réchauffent le cœur quand la vie devient froide. Les années 2019 et 2020 ont été remplies de petites joies quotidiennes. Voir Augustin grandir, faire ses premiers pas, dire ses premiers mots. Voir Grace se transformer en une belle jeune fille, finir le lycée, se préparer à entrer à l'université. Voir Nadège accomplie comme mère, comme épouse, comme femme. Voir Prosper tous les jours être l'homme pour lequel il a tant lutté pour devenir. En 2020, quand Grace a eu 17 ans, elle nous a réunis dans le salon pour faire une annonce. Elle a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi à ce qu'elle voulait faire de sa vie et qu'elle avait décidé qu'elle voulait étudier la psychologie. Elle voulait aider d'autres enfants qui avaient vécu ce qu'elle avait vécu. Elle voulait travailler avec l'adoption, avec les traumatismes infantiles, avec les familles en reconstruction. Ses yeux brillaient quand elle en parlait, et j'ai vu en elle la même détermination que sa mère avait toujours eue. Prosper a pleuré quand il a entendu ça. Il a pleuré de fierté, d'émotion, de gratitude de voir sa fille transformer la douleur en but. « Tu vas être incroyable dans ça, ma fille », il a dit. « Tu sais ce que ces enfants ressentent parce que tu l'as vécu. Et ça va faire de toi une professionnelle merveilleuse. » En 2021, Grace est entrée à l'université. Elle a réussi le concours pour la psychologie dans une bonne université de la région, et elle était radieuse. Prosper et Nadège ont tenu à payer ses études. Ils ont dit que c'était le minimum qu'ils pouvaient faire pour une fille si dévouée, si travailleuse, si spéciale. Augustin avait 3 ans, un bel enfant, intelligent, plein d'énergie. Il appelait tout le monde par son nom, sauf moi. J'étais Mamie Tété, parce qu'il n'arrivait pas encore à dire Thérèse correctement. Et sa petite façon de parler me faisait complètement fondre. Il venait en courant dans mon annexe tous les jours, criant « Mamie Tété » et sautait sur mes genoux pour me prendre dans ses bras. C'était mon chouchou, mon petit bout de ciel, ma joie. Les années passèrent comme ça, entre des routines heureuses et des moments spéciaux. Anniversaire, Noël, Pâques, dimanche en famille. Voyage à la plage en été où je pouvais enfin connaître la vraie mère, pas seulement la voir en photo. Barbecue dans la cour où toute la famille se réunissait. Soirée film dans le salon avec du pop-corn et du chocolat chaud. Longue conversation sur la véranda, regardant le coucher du soleil. Petits moments qui ensemble formaient une belle vie. Une vie que je n'aurais jamais cru avoir. En 2023, quand j'avais 74 ans, j'ai eu un petit problème de santé. Rien de grave, grâce à Dieu, mais je suis restée hospitalisée quelques jours pour faire des examens, des ajustements de médicaments. Et pendant ces jours, mes chers, j'ai vu combien j'étais aimée. Prosper a dormi à l'hôpital avec moi toutes les nuits, dans ces fauteuils inconfortables qui vous font mal partout. Nadège venait me voir tous les jours après le travail, apportait de la nourriture maison parce que je me plaignais de la nourriture de l'hôpital. Grace manquait les cours pour passer l'après-midi avec moi. Et Augustin, mon petit-fils de 5 ans, a fait un énorme dessin avec des fleurs et des cœurs écrits « Guéri Mamie Tété » que les infirmières ont accroché au mur de ma chambre.
Allongée dans ce lit d'hôpital, entourée de tant d'amour, j'ai pensé « Je suis une femme chanceuse ». Après tant de douleurs, tant de luttes, tant de larmes, j'ai réussi à arriver jusqu'ici. J'ai réussi à voir ma fille heureuse. J'ai réussi à voir mon gendre se transformer en un homme merveilleux. J'ai réussi à connaître mes petits-enfants et à les voir grandir. J'ai réussi à avoir une vraie famille, un foyer, une bonne vie. Tout le monde n'a pas cette chance, mes chers. Tout le monde n'arrive pas à voir la fin heureuse de sa propre histoire. Quand je suis rentrée à la maison, après ces jours à l'hôpital, la maison était toute décorée avec des rubans, des ballons, des affiches de bienvenue. Il y avait même une énorme banderole dans le salon écrite « Bienvenue à la maison, grand-mère Thérèse, on t'aime ». Je me suis effondrée en larmes là, serrée contre tout le monde, sentant que j'étais vraiment chez moi, que j'avais vraiment une famille, que j'étais vraiment aimée. Aujourd'hui, en 2025, quand je regarde en arrière et que je vois tout le chemin que j'ai parcouru, je suis émerveillée. Émerveillée par ma propre force, par ma capacité à endurer, à persister, à ne pas abandonner. Émerveillée par la transformation de Prosper, qui prouve que les gens peuvent changer quand ils le veulent vraiment. Émerveillée par ma fille, qui a survécu à l'enfer et a réussi à construire une belle vie. Émerveillée par mes petits-enfants, qui me remplissent de joie tous les jours. Émerveillée par la bonté de Dieu, qui au bon moment a mis chaque pièce au bon endroit pour former ce beau tableau qu'est ma vie aujourd'hui. Quand mon gendre a rempli ma bouche ce jour de 2017, quand il m'a offert une maison, une famille, un foyer, j'ai failli m'étouffer parce que c'était trop à assimiler, trop à croire. Mais aujourd'hui, 8 ans plus tard, je sais que ce n'était que le début. C'était le début d'une phase de ma vie que je n'aurais jamais imaginé avoir. Une phase de paix, de joie, d'amour. Aujourd'hui, je me réveille tous les jours reconnaissante. Reconnaissante d'avoir vécu assez longtemps pour voir ce jour. Reconnaissante de ne pas avoir abandonné dans les moments les plus difficiles. Reconnaissante d'avoir eu le courage de continuer, même quand il semblait que ça n'allait pas s'améliorer. Reconnaissante pour ma fille, pour mon gendre qui est devenu mon fils, pour mes petits-enfants qui sont ma joie, pour ma maison dans leur maison, pour ma petite véranda avec des fleurs, pour l'odeur du jasmin qui entre par la fenêtre, pour les rosiers jaunes qui fleurissent chaque année, me rappelant qu'il vaut toujours la peine de croire en l'espoir. Mes chers qui m'avez accompagné jusqu'ici, si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre pouce en l'air. Racontez-moi dans les commentaires. Vous avez aussi une histoire de dépassement. Vous avez aussi un membre de la famille qui s'est complètement transformé. Vous croyez aussi que les gens peuvent vraiment changer? Je veux savoir, je veux entendre vos histoires. Je veux savoir que je ne suis pas seule dans ce voyage de douleur qui se transforme en joie. Si vous traversez un moment difficile maintenant, si vous avez une fille, une sœur, une amie qui est dans une relation violente, n'abandonnez pas. Restez présent, continuez à montrer qu'il y a quelqu'un qui se soucie. Parfois c'est ça qui fait la différence. Parfois c'est ça qui donne la force à la personne de faire le prochain pas, d'essayer encore une fois, de croire que ça peut être différent. Et si vous êtes quelqu'un qui lutte contre vos propres démons, qui essaie de changer, qui s'efforce d'être meilleur, sachez que c'est possible. Prosper en est la preuve vivante. Il est sorti d'un endroit très sombre et a réussi à se transformer. Ce n'était pas facile, ce n'était pas rapide, mais c'était possible. Il a cherché de l'aide, a fait de la thérapie, a travaillé dur sur lui-même et il a réussi. Si c'était possible pour lui, ça peut être possible pour vous aussi. Il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour être une meilleure personne. Il n'est jamais trop tard pour faire la paix avec votre passé et construire un avenir différent. J'ai appris dans cette longue vie que la famille, ce n'est pas seulement le sang. La famille, c'est ceux qui restent, qui prennent soin, qui aiment dans les bons et les mauvais jours. La famille, c'est ceux qui te relèvent quand tu tombes, qui te prennent dans leurs bras quand tu pleures, qui célèbrent quand tu réussis. Prosper n'est pas mon fils de sang, mais c'est mon fils de cœur. Et ça, mes chers, ça vaut beaucoup plus. J'ai appris que le pardon libère. Ce n'est pas oublier ce qui s'est passé, ce n'est pas faire semblant que la douleur n'a pas existé. C'est reconnaître que les gens sont plus que leurs pires moments,
que tout le monde mérite une deuxième chance, que l'amour peut transformer même les cœurs les plus durs. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour être heureux. J'ai passé la plus grande partie de ma vie à souffrir, à lutter, à survivre. Mais me voilà, à 76 ans, vivant les meilleurs jours de ma vie. Vivant dans une belle maison, entouré de gens qui m'aiment, sans avoir à me soucier s'il y aura de la nourriture demain, s'il y aura de l'argent pour le loyer, s'il y aura du bois pour le feu, je peux simplement exister, me reposer, profiter, et c'est un cadeau que je n'aurais jamais pensé recevoir. Si vous avez aimé mon histoire, s'il vous plaît, laissez votre pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Ça montre que mon histoire n'a pas été racontée en vain, que les larmes que j'ai versées en revivant ces souvenirs ont valu la peine, si elles ont touché ne serait-ce qu'un seul cœur. Commentez en bas en me disant ce que vous avez pensé, si vous avez été ému, si vous croyez aussi que l'amour peut tout transformer. Et souvenez-vous toujours, mes chers, la vie peut être dure, peut être injuste, peut être douloureuse. Mais elle peut aussi être belle, peut être généreuse, peut être pleine de bonnes surprises. N'abandonnez pas, ne perdez pas espoir. Ne cessez pas de croire que de bonnes choses vont encore arriver. Parce qu'elles vont arriver, mes amours. Elles vont arriver. Si c'est arrivé pour moi, ça peut arriver pour vous aussi. Aujourd'hui, quand je m'assois sur ma petite véranda et que je vois Augustin jouer dans le jardin, quand j'entends le rire de Grâce étudiant dans sa chambre, quand je vois Nadège chanter en préparant le déjeuner, quand je vois Prosper rentrer du travail avec ce sourire sur le visage, je sais que ça en valait la peine. Chaque larme, chaque douleur, chaque nuit blanche, chaque moment de désespoir, tout en valait la peine pour arriver jusqu'ici. Jusqu'à cette vie que j'ai aujourd'hui, jusqu'à cette famille qui est mon plus grand trésor, jusqu'à cette paix que j'ai finalement trouvée. Mon gendre a rempli ma bouche d'amour, de soins, d'affection, de famille. Et moi, qui ai passé ma vie entière à donner sans attendre de recevoir, j'ai finalement pu expérimenter ce que c'est d'être vraiment aimé, d'être vraiment soigné, d'être vraiment valorisé. Et ça, mes chers, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de comparaison. C'est ce qui fait que la vie vaut la peine. Un gros bisou dans le cœur de chacun de vous et à la prochaine histoire. Que Dieu vous bénisse comme il m'a béni, que vous trouviez aussi votre famille, votre foyer, votre paix, et que vous n'abandonniez jamais, jamais de croire que des jours meilleurs viendront, parce qu'ils viennent, mes amours. Ils viennent toujours.